Welcome to the Africa Focused session. Bienvenue à cette deuxième session plénière. Je serai la modératrice de cette session plénière. Je suis membre de la Commission de l'Union africaine. Nous allons parler du protocole de Maputo, réduire les écarts entre les politiques et les populations. Le protocole de Maputo célèbre ses 20 ans cette année. Nous allons accueillir son Excellence Sirleaf Johnson, qui se chargera du discours d'ouverture de cette session plénière. Je vais la présenter très brièvement. Il s'agit d'une politicienne libérienne et économiste qui a été la présidente du Libéria de 2006 à 2018. J'ai également oublié de mentionner qu'il est la toute première présidente africaine, première chef d'État africaine. Vous avez la parole, Excellence. Thank you very much. Merci. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Madam Moderator. Madame la modératrice. First Ladies. Madame la Première Dame de la Namibie, Madame la Première Dame. Sisters and brothers. Madame la Première Dame du Rwanda. C'est toujours un plaisir pour moi d'être à Kigali, au Rwanda. C'est un plaisir de voir de quelle manière votre président se bat pour réduire l'écart entre les politiques et les populations. Votre président se bat particulièrement pour que les cadres juridiques et politiques et que la représentation des femmes au poste de prise de décision deviennent des réalités. Vous avez sûrement assisté à la cérémonie d'ouverture d'hier. Vous avez écouté le discours du président Kagame. J'aimerais que chaque organisation se procure le discours du président Kagame et prête attention aux politiques et mesures prises afin de garantir l'égalité de genre. Prêtez attention à la façon dont les leaders de nos pays respectifs défendent l'égalité de genre. Je l'ai félicité, j'ai également félicité tous les leaders qui réduisent l'écart entre la théorie et la pratique. Ces personnes qui s'assurent que les engagements pris soient respectés. Je l'ai vu il y a 2 ans, lorsque le réseau des femmes leaders d'Afrique a mis sur pied un plan d'action pour changer les mentalités des hommes. Et comment mobiliser ces hommes et les inviter à soutenir les politiques et les mesures en faveur de l'égalité de genre. Nous avons discuté avec de nombreux chefs d'État
nous nous sommes retrouvés en RDC autour d'une réunion sur la masculinité politique, peu importe ce que ça signifie. It was a groundbreaking event C'était un événement sans précédent, suivi par une deuxième réunion au Sénégal. to what President Macky Et le Sall président Macky Sall a parlé des mesures qu'il prend dans son pays pour soutenir l'égalité de genre. La plupart de nos leaders actuels se sont engagés à lutter contre les violences fondées sur le genre, les violences qui sont dirigées principalement vers les femmes et les filles. third meeting Nous célébrerons bientôt une troisième réunion en novembre. Ce sera l'occasion pour nous de célébrer les progrès enregistrés convention et de créer une convention qui visera à lutter contre les violences faites aux femmes et aux filles en Afrique. as you clap and I clap. Let's be champions to make sure Soyons de véritables champions, de véritables championnes et faisons de cette convention et de cet accord une réalité, qu'elle soit ratifiée par tous nos leaders. the numbers of countries that are signatories to the Maputo Protocol. Permettez-moi également de rappeler que de nombreux pays ont ratifié le protocole de Maputo qui célèbre son 20e anniversaire cette année. Encouraging sign is the work of AFIWA, the African Development Bank's new focus J'aimerais également féliciter la FIWA qui se bat pour mieux intégrer les femmes dans les systèmes économiques, les systèmes financiers. Cette organisation s'est engagée à éliminer toutes les barrières qui empêchent les femmes d'avoir accès à ces services. Ils ont parlé de milliards de dollars qui seront destinés à ces femmes d'affaires, à ces femmes qui souhaiteraient disposer d'un capital other women leur permettant d'aider d'autres femmes qui pourront faire de leurs ambitions une réalité. Ces femmes qui souhaitent occuper des postes plus importants. Ces mesures méritent d'être encouragées. Toutefois, not enough. et je crois que vous serez d'accord avec moi, beaucoup reste à faire. Beaucoup trop de femmes By poverty, vivent dans la pauvreté, and many times dans l'inégalité, sont victimes de violences. seared by Elles vivent à partir de très peu, vivent dans la peur. Ces femmes vivent dans des zones paralysées par les conflits. aspirations are reduced to foraging for food and trying to protect themselves and their children. Chaque jour, elles se battent pour protéger leurs familles et leurs enfants des balles, de la faim. Their ownership in the state. Leurs besoins ne sont pas suffisamment pris en compte par les leaders. Nous essayons tant bien que mal de faire taire les armes. Et nous voyons les ravages de ces conflits parce que ces armes continuent de causer des victimes. This is why En Afrique de l'Ouest, par exemple, les crises se multiplient. C'est la raison pour laquelle nous devons continuer de nous battre. À l'occasion de l'anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme, il est plus que temps
de travailler avec plus d'acharnement, plus de volonté et de veiller à ce que tous et toutes bénéficient d'une égalité de chance. Pensons surtout aux personnes les plus vulnérables et à la jeunesse. Où que se trouvent ces femmes, nous devons nous battre pour lutter contre les inégalités dont elles sont victimes. Un leadership fort qui accepte de tenir ses engagements, tel est le leadership que nous voulons voir. Nos leaders doivent s'acquitter de leurs devoirs et le faire de manière juste, équitable. Nous demandons aux leaders de respecter leurs engagements, sur le plan politique notamment, et que ces promesses deviennent des réalités. Je suis fermement convaincue que les écarts que nous observons en ce moment entre les politiques et les populations sont dus au fait que ces promesses politiques ne soient pas tenues. Je crois que nous faisons partie d'une minorité privilégiée. Nous avons les moyens d'assister à des réunions et à réfléchir sur ces problèmes. Très peu de femmes ont ces privilèges. Leur principale préoccupation, c'est de trouver le moyen de nourrir leurs enfants. Ces femmes souhaitent obtenir justice si jamais un jour elles sont emprisonnées. Nous devons, plus que jamais, utiliser le plein potentiel de notre poste, de nos positions en tant que leaders pour défendre les besoins de ces femmes. Exploitons les cercles auxquels nous appartenons pour aider ces femmes. Pour conclure, j'aimerais préciser que au bout de 12 ans, en tant que chef d'État de mon pays, je continue de me battre et j'essaie de promouvoir, autant que faire se peut, la présence des femmes à des postes de prise de décision dans le secteur public, dans le gouvernement. Nous savons que cela est possible. Nous avons déjà constaté que dans nos pays respectifs, des femmes occupent des postes de prise de décision. Et nous sommes convaincus que ces résultats peuvent être visibles dans d'autres pays. D'autres femmes se sont engagées à mener le même combat. Ces femmes souhaitent être présentes à ces postes de prise de décision, que ce soit dans le secteur privé, dans des entreprises ou alors dans le gouvernement en tant que députée, en tant que membre du gouvernement. Les femmes sont tout aussi compétentes, éduquées, courageuses et ambitieuses que les autres. Nous avons la capacité de nous battre et de devenir de meilleurs leaders. Nous avons, avec d'autres leaders, la possibilité de discuter et je pense que dans cette salle, nous pourrions devenir des mentors, guider les futures générations, donner des conseils à d'autres femmes. Vous, qui êtes déjà des personnalités dans vos domaines et rangs respectifs, dans vos pays, nous devons faire partie de ce mouvement, un mouvement qui nous permettra, lorsque nous occuperons ces postes de prise de décision,
de le faire sans honte. So I look forward to so many of you that will be speaking. J'espère I have to, I'm told, run off to another assignment. avoir l'occasion d'écouter encore une fois vos réflexions éclairées. Malheureusement, je dois vous quitter pour assister à une autre réunion. Mais avant de partir, j'aimerais préciser que cette mobilisation des femmes fait partie d'un mouvement autant pour moi irréversible. Nous avons surmonté de nombreux obstacles pour atteindre nos objectifs, pour réaliser ces objectifs. D'autres femmes n'ont pas pu le faire, n'ont pas pu devenir des leaders. Mais vous, vous l'avez fait. Vous êtes des leaders. Vous remettez en question les systèmes préétablis. Vous prouvez que les femmes ont la possibilité d'être de bons leaders. Tel est le défi que nous devons relever. Soyez des défenseurs des droits des femmes. Soyez des leaders engagés. Telle est notre mission, tel est notre mantra. Lorsque vous assistez à des réunions, soyez vaillantes. Montrez-nous la voie. Prouvez-nous que nous pouvons y arriver avec engagement et force. Prouvez-nous qu'un jour, les femmes dirigeront le monde. Merci. Thank you very much, Your Excellency. Indeed, as women, we are not a monolith. We are beauty, we are queen. Merci, Excellence. Comme vous l'avez dit, nous sommes compétentes, nous sommes persévérantes, nous sommes beaucoup de choses. Merci, Excellence. À présent, j'aimerais vous donner quelques informations pratiques. 80% de la population africaine appartient à deux catégories. Vous êtes soit jeune, soit une femme. Mais c'est vrai que cette représentation n'est pas visible dans cette salle. Ce n'est pas grave. Nous avons avec nous des invités qui ne seront pas présents physiquement dans cette salle, mais qui vont prendre la parole. La régie. Hello everyone. My name is Aisha. Bonjour tout le monde, je m'appelle Aïcha. C'est un plaisir de faire votre connaissance. Hi, my name is Kofi. Bonjour, je m'appelle As well as Aisha Nokwazi later on. Kofi. I'm excited to be here. C'est un plaisir pour moi d'être ici. Hello, my name is Nwaz. Bonjour, je m'appelle Nokwazi. For the Africa Focus sessions today and tomorrow. J'ai vraiment hâte que la plénière d'aujourd'hui commence. To the next session, where we are going to be speaking about 3 Ps: policies, partnerships, and Aujourd'hui, nous allons parler des 3 P, des politiques, de partenariat et de population. Souhaitez la bienvenue. Je vous demande de souhaiter la bienvenue aux membres de cette table ronde. Veuillez prendre place. our first speaker is Notre première invitée se nomme Karen Ondwasi, jeune leader qui se passionne pour la lutte en faveur de l'égalité de genre et les droits des femmes et des filles. Elle a créé sa propre association across the continent. pour mener cette lutte sur le continent. Karen, vous avez la parole. Thank you so much. I would like to Merci. Tout d'abord, see Madame Ellen, j'aimerais remercier Dr. Monique,
Madame Hélène, le docteur Monique et Madame Malabo. C'est un plaisir et un honneur de représenter la jeunesse africaine. Et nous remercions les femmes qui se sont battues pour que nous soyons présentes ici. Ces femmes qui nous permettent de mener cette lutte, de continuer à mener cette lutte. Le protocole de Maputo nous a permis d'accomplir de nombreuses choses. Cet instrument a été intégré et contextualisé pour aider les populations qui étaient au cœur de cette initiative. Pendant l'intégration de la ZLECAf, nous pensions que ce serait l'occasion d'autonomiser économiquement les femmes. Nous savons également que tout ne sera pas rose et que des phénomènes comme l'exploitation des jeunes filles seront davantage exacerbés, seront davantage observés. Mais, en dépit de tout cela, nous voulons continuer à défendre les droits des femmes et à défendre leur autonomie financière. Je tiens également à féliciter les pays qui acceptent que ces femmes occupent des postes de prise de décision. C'est le cas ici au Rwanda. Mais les chiffres ne reflètent pas toujours la réalité. Et nous invitons donc ces femmes à se servir de ces postes pour défendre les besoins et les droits des femmes et des jeunes filles, défendre cet agenda en faveur de l'égalité de genre. Je crois que beaucoup reste à faire, mais nous pourrons continuer cette lutte en nous servant de nouveaux outils comme les technologies, nos postes de responsabilité, etc. Merci. Merci Karen. Nous passerons la parole en temps et en heure à nos invités virtuels. Et je pense qu'ils poseront également des questions. Pour l'instant, j'aimerais passer la parole à Malado, directrice de la Gender, Women and Civil Society Department. Vous avez la parole. J'espère que mon microphone fonctionne. Merci de me passer la parole. Bonjour à toutes et à tous. Merci. Chères sœurs, Excellence Monique Sanza Bagwanza, Karen, chers invités, mesdames et messieurs, c'est un plaisir de représenter le président de la Banque africaine de développement, le Dr Akinwumi Adesina, grand défenseur de l'autonomisation des femmes, qui vous envoie ses chaleureuses salutations. J'aimerais partager avec vous une anecdote qui pourrait mieux illustrer la manière dont nous pouvons réduire l'écart entre les politiques et les populations. Sur le continent africain, nous avons de nombreux entrepreneurs qui sont surtout des femmes, qui sont impliquées dans des activités du secteur informel. Et nous aidons, comme nous le pouvons, ces femmes à développer leur activité financière. Ces femmes sont souvent confrontées à des problèmes comme le harcèlement et le rejet des institutions financières. La FEWA a été créée pour résoudre ces problèmes. Nous espérons que, grâce à ce projet, nous réduirons l'écart considérable en termes de financement des activités de femmes, estimé à 42 milliards de dollars en temps et en heure. Nous sommes fiers de ce projet et nous continuerons de le soutenir. C'est vrai que ces chiffres sont assez impressionnants, mais nous parlons ici de femmes réelles
d'expériences réelles. Je vous ai promis une anecdote. En 2014, Bernadette Umunyama, rwandaise, était à la tête d'une entreprise du secteur du luxe. Elle se servait de matières premières locales pour produire ses bijoux. Et pour faire grandir son activité, elle avait besoin d'obtenir un prêt, ce qui n'est pas chose aisée en Afrique. Grâce à la FEWA, elle a pu obtenir ce financement. Aujourd'hui, elle travaille avec 39 employés dans 2 entreprises différentes. Grâce à elle, 39 familles peuvent bénéficier du travail de leurs parents grâce à cette entreprise. Nous pensons qu'à travers ces anecdotes, vous verrez comment est-ce que la Banque africaine essaie de réduire l'écart entre les politiques et les populations. Et alors que nous célébrons le 20e anniversaire du protocole de Maputo, nous sommes conscients que beaucoup reste à faire. Toutefois, nous savons que ces femmes qui ont bénéficié des actions de la banque représentent des sources d'inspiration. Merci. Merci, Dr Molato, pour cette prise de parole enrichissante et très motivante. Je vais maintenant passer la parole à notre troisième invité, le Dr Monique Sanza Bangwa, présidente adjointe de la Commission de l'Union africaine. Elle est titulaire d'un doctorat en économie. Madame, devrais-je dire Dr Monique Sanza Bangwa, nous parlons d'écart entre les politiques et les populations. Est-ce que vous pourriez nous donner votre point de vue sur la question? Merci de me passer la parole. Et avant de répondre à votre question, j'aimerais déjà remercier ceux et celles qui m'ont permis d'être ici aujourd'hui et de saluer la contribution de la Banque africaine de développement dans cette lutte. Et c'est avec plaisir que j'ai répondu par l'affirmative, j'ai répondu positivement à votre invitation. Et je suis chez moi, je suis rwandaise. Merci pour ces applaudissements. En juillet, nous célébrons beaucoup d'événements. Et nous avons déjà expliqué pourquoi est-ce que le Rwanda était le lieu idoine pour accueillir une conférence de cette nature, la toute première conférence de Women Deliver en Afrique. En Afrique, le Rwanda est le tout premier pays à défendre l'égalité de genre. Le Rwanda est suivi par d'autres pays. Il y a d'autres pays comme le Sénégal, l'Afrique du Sud, le Namibie, la Namibie et le Mozambique. Nous avons écouté des anecdotes inspirantes. Nous voyons que cette lutte est possible. Nous pouvons nous servir de mécanismes comme le protocole de Maputo qui célébrait son 20e anniversaire il y a peu. Comme vous le savez, il s'agit du texte le plus en avance sur son temps en ce qui concerne l'égalité de genre. C'est un texte qui préserve les droits des femmes et des filles. Et nous savons que le continent africain
a mis en place 24 plans d'action pour mettre en œuvre la résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations Unies sur les femmes, la paix et la sécurité. Ce mécanisme, cet instrument, autant pour moi, qui est également révolutionnaire. La mise en œuvre de cette résolution 1325 a été confiée à la Commission de l'Union africaine et nous sommes convaincus que nous faisons ce qu'il faut. Je me suis toujours demandé pourquoi est-ce que nous avions mis en place un traité pour mettre fin aux violences faites aux femmes et aux filles. Et je me rappelle que Ellen Johnson-Sirleaf, qui vient de prendre la parole, avait précisé que cette convention, a précisé qu'il met en place une convention pour faire de ce traité une réalité, pour que la ratification de cette convention apporte les changements que nous souhaitons voir, pour que nous luttions effectivement contre les violences faites aux femmes et aux filles. Nous avons également d'autres instruments en Afrique pour préserver les droits des femmes et des jeunes. Après avoir fait la présentation de ces quelques instruments juridiques, contraignants ou non, j'aimerais répondre à votre question. Les violences faites aux femmes, la lutte contre des pratiques discriminatoires contre les femmes et les filles, ces fléaux ne seront pas éliminés si les femmes ne sont pas autonomes sur le plan financier. Nous avons eu une initiative en faveur de l'inclusion économique des femmes. Et l'objectif est de permettre à ces femmes, au bout de 10 ans, d'être autonomes financièrement. Ce programme a déjà été lancé et nous souhaitons que ces politiques puissent apporter les changements que nous voulons voir dans la vie des personnes qui sont ciblées par ces programmes. Et c'est très difficile. Dans notre programme, nous avons mis en place 10 points pour avoir des résultats concrets. Sur le plan individuel, nous devons être en mesure d'intégrer les femmes et les jeunes dans nos entreprises. Trouver, par exemple, le moyen d'inclure 20% de jeunes, 30% de femmes. Ici, nous parlons également de la production de produits divers, abordables, et ces institutions financières doivent mettre la main à la pâte et se demander comment est-ce qu'ils intègrent toutes ces réalités. Nous devons également prendre en considération l'exploitation de ressources dont nous disposons, travailler avec des coopératives de femmes, des associations de femmes. Comment est-ce que nous, membres de ces petites associations, participons à cette lutte pour aider les femmes à être autonomes financièrement? Sur le plan technologique, nous parlons de l'alphabétisation des femmes, de la mise en place de cadres bien précis pour protéger ces femmes. Sur le plan macroéconomique, nous comptons sur les décideurs politiques, sur les politiciens, pour créer des espaces économiques pour ces femmes et ces jeunes. Comment est-ce qu'ils facilitent l'accès à ces ressources de production? Nous parlons également aussi de réduction d'impôts
Au milieu de ces populations et ces politiques, nous pourrons insérer la question des partenariats dans tous les secteurs, publics, privés. Peu importe votre bord, que vous apparteniez à une entreprise ou alors à une organisation philanthropique, nous souhaitons que ces investissements se retrouvent dans des entreprises dirigées par des jeunes, par des femmes, dans les petites et les moyennes entreprises. Tel est le cadre que nous essayons d'établir afin que toutes les parties prenantes intéressées apportent leur grain de sel. Trouvons le moyen de créer une synergie pour faire progresser notre travail. Nous sommes à la tête de nombreuses activités, nous prenons de nombreuses mesures, mais nous n'avons pas suffisamment de temps pour mettre à l'échelle ces activités, pour les faire voir à travers le monde, les visibiliser. Merci beaucoup, Son Excellence. Donc, c'était vraiment intéressant et donc rassembler ces partenaires. J'aimerais utiliser cette occasion pour remercier le panel maintenant pour votre temps. Et à cause du temps, quand vous quittez ce podium, j'aimerais inviter la co-pilote Chika de venir. Mais avant de Chika, je demande à l'équipe technique de nous présenter notre première femme qui va nous parler. Je vous présente Aïssa. Chika, vous pouvez venir. Hello everyone. Bonjour à tous, je m'appelle Aïcha. Je suis très heureuse de vous rencontrer. Je suis une femme de 28 ans, originaire d'Afrique du Nord. Il y a quelques années, quand j'ai fini mes études secondaires, j'avais deux voies qui s'offraient à moi. Il y a un qui me conduisait dans une vie de turbulence et de mes rêves non réalisés. Et l'autre me permettrait de suivre mes études et vraiment réaliser mon potentiel. Et donc, grâce à l'initiative de 1 million de l'Union africaine, j'ai pu aller à l'université et me perfectionner au fil des ans. Quand la COVID-19 a frappé le monde, j'ai dû vraiment chercher comment travailler en ligne. Beaucoup d'entreprises n'ont pas pu continuer. Et en outre, je travaille dans une grande entreprise et je gagne bien ma vie quand même. Je me suis également marié en juin de 2022. Et pour quelqu'un qui regarde ma vie de l'extérieur, ils vont peut-être dire que je suis vraiment une réussite. Et donc, je suis quand même fier de la vie que moi j'ai créée pour moi-même. Mais j'ai un problème. Mon mari était patient et il me soutenait, mais il est récemment devenu beaucoup plus violent. En fait, il a commencé par lever la main contre moi et un jour, il m'a poussé. Ça, c'est un secret que je ne pouvais pas dire à quelqu'un. Et c'est que maintenant, il commence par me maltraiter physiquement. Je ne sais pas comment demander de l'aide sans le mettre en colère davantage. Et le plus grand défi, c'est que dans ma communauté, ce comportement est considéré comme un comportement qui est normal. Certaines personnes m'ont déjà même conseillé de ne pas devenir de ne pas trop réussir parce que cela pourrait mettre mon mari mal à l'aise et insupportable. Alors, qu'est-ce que je peux faire pour être protégé par les dispositions du protocole de Maputo? Qu'est-ce que je dois faire pour être protégé par les dispositions du protocole de Maputo? Voici la question qu'on vient de vous poser à la fin de cette vidéo. Et j'aimerais vraiment élargir la portée de cette question, si vous me le permettrez. Ce que nous pouvons tous faire pour assurer que les filles comme Aïcha, que vous avez vu dans la vidéo, seront protégées par le protocole de Maputo. Bonjour à tous, membres de la PES et chers champions pour l'égalité des genres. Je m'appelle Chika Odoa. Et à présent, nous allons commencer notre premier panel de cette session plénière. La conversation va tourner autour du protocole de Maputo et comment ça engage les personnes et les partenaires pour lutter contre la violence à l'égard des femmes et des filles en Afrique. Avec moi sur le podium, nous avons Son Excellence, la Jeannette Famatui Selonje,
rapporteur spécial sur les droits de la femme en Afrique pour la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples. C'est vraiment un plaisir de vous avoir avec nous ici. Nous avons aussi Dr. Ramessa Gombozaba, ancienne ambassadrice de bonne volonté pour la lutte contre le mariage des enfants. Merci beaucoup. Merci. Nous avons Son Excellence le roi Mansour Magizo, qui est un chef traditionnel du Niger. Bienvenue, monsieur. Et dernier, pas le moindre, nous avons Mme Nasnet Gebrahan, la directrice de la prévention de la violence contre les femmes pour Raising Voices en Ouganda. Merci beaucoup d'être des nôtres. Bien, commençons. Nous avons beaucoup de choses à dire. Le protocole de Maputo est un dispositif et un texte juridique qui assure la protection et la promotion des femmes et des filles en Afrique dans le domaine des droits de l'homme. Récemment, en juillet, exactement, il y a eu une session de 2 jours qui a été organisée à Nairobi, au Kenya, pour commémorer 20 ans de ce protocole. Alors maintenant, j'aimerais poser une question à la commissaire. Est-ce que vous pouvez nous parler de cet événement? Qu'est-ce qui s'est passé au Nairobi? Est-ce que vous pouvez nous parler des résultats? Et comment est-ce que nous pouvons réaliser ces résultats à travers l'Union africaine, la société civile, le gouvernement et aussi le secteur privé? Bien, merci beaucoup à Chika. C'est vraiment un plaisir pour moi d'être avec vous et de vous parler de ce protocole de Maputo et la célébration des 20 ans. Comme vous avez bien dit, le protocole de Maputo est un acte juridique et donc la célébration a été vraiment un moment important pour nous. Et je dois même dire que même la semaine passée, on a eu beaucoup d'événements pour commémorer Maputo à 20 ans. Et l'événement a reçu beaucoup d'hommes et des femmes à travers le continent. Et j'insiste sur les hommes parce que ce n'est pas seulement les femmes qui prennent en compte les questions de la femme. Nous avons célébré, célébré et célébré. Mais une chose qui est très importante, c'est que en célébrant, il faut reconnaître qu'il fallait faire le bilan de là où nous sommes, d'où nous venons. Nous allons cartographier les défis et nous avons célébré les réussites. C'était ça, en fait, le plus important. Et on ne faisait pas juste une célébration où on a dansé. Mais bien sûr, ouais, on a dansé, on s'est détendu un peu. Mais on a aussi reconnu le fait que nous ne pouvons pas juste prendre un jour pour célébrer Maputo. Alors, pour cette année, on a dit que nous voulons faire une fête qui aura un impact et qui va chercher à bien vulgariser et aussi assurer la ratification et la domestication de ce protocole. Donc, on a fait 2 jours en Nairobi, mais nous aurons une célébration de 1 an qui va commencer en juillet jusqu'au 10 juillet 2024. Et donc, il y aura une feuille de route et tout le monde aura un rôle à jouer dans cet événement. Je pense que, comme vous l'avez bien dit, le protocole est en fait un espoir pour les femmes. Et donc, c'est pour cela que il ne suffit pas juste de célébrer. Il faut aller dans la plupart de ces pays afin que les femmes qui comptent, les femmes qui sont les bénéficiaires de ce protocole, afin qu'ils prennent connaissance de ce protocole. Oui, nous avons les bonnes intentions et avec la nature révolutionnaire du protocole, il y a des femmes qui ne comprennent pas le protocole. Donc, il est très important pour les femmes de comprendre les défis auxquels ils sont confrontés. Et ça, c'est quelque chose que nous avons besoin de renforcer. Ce n'est pas juste des questions sociales, c'est la violation des droits. Et certains États ont déjà ratifié, certains ont déjà domestiqué, et les femmes ont besoin de savoir. Je vais utiliser quelques minutes juste pour partager quelques préoccupations que nous avons reçues lors des 2 jours avant la ratification, sur la domestication, la ratification et la mise en œuvre. Est-ce que nous avons partagé avec les hommes et les femmes du continent? Oui, nous avons renforcé le fait que ce que nous voulons, notre désir, c'est la ratification universelle du protocole. Nous avons dit que
il faut célébrer le fait qu'aujourd'hui, nous avons 44 pays qui ont ratifié le protocole de Maputo. Ça, c'est quelque chose à féliciter et il ne faut pas banaliser ce fait. Nous avons donc tiré profit de l'occasion pour célébrer la toute nouvelle mère qui vient d'accoucher le protocole Maputo dans le pays, parce que j'utilise l'analogie des sages-femmes et des femmes qui accouchent. Et donc, pour certaines personnes, le protocole dure déjà 20 ans, pour certains, c'est 15 ans, pour certains, c'est 10 ans, parce que la ratification est un processus continu. Mais pour le Soudan du Sud, il vient d'accoucher un nouveau bébé, et donc il faut le célébrer. Ceci étant dit, nous reconnaissons et nous renforçons le fait aussi qu'il ne faut pas juste célébrer ceux qui l'ont déjà fait. Il faut aussi encourager ceux qui n'ont pas encore ratifié. Parce qu'il faut être inclusif. Parfois, la non-ratification de ce protocole ne veut pas dire qu'ils n'ont pas la volonté, mais parfois le contexte leur rend difficile, la ratification. Alors donc, nous les encourageons. Et à cet égard, nous appelons à ces pays, la Somalie, le Soudan, Botswana, le Tchad, l'Érythrée, l'Égypte, Burundi, la République centrafricaine, Madagascar, le Maroc et le Niger, qui n'ont pas encore ratifié. Nous les encourageons à les ratifier parce que nous croyons que les droits qui sont consacrés dans le protocole de Maputo sont là pour tout le monde. Toute femme africaine a droit à ces dispositions. C'est pour cela que nous voulons les encourager. Nous voulons aussi reconnaître le fait que la non-ratification du protocole est un défi. Certaines femmes, dans ces contextes, ils se retrouvent dans des problèmes vraiment difficiles, chose qui justifie le besoin pour la ratification, pour assurer que les femmes dans ces pays, ils ont un instrument qu'ils pourront utiliser pour protéger et revendiquer leurs droits. Voici donc quelques choses que nous avons discutées. Nous reconnaissons aussi le fait que en ma qualité en tant que chef, nous reconnaissons ces personnes et nous essayons d'encourager ces personnes à rejoindre la communauté. Donc ce n'est pas juste bon de nommer ces personnes, mais il faut juste les encourager aussi. En termes de ratification, nous avons actuellement 44 pays et c'est un plaisir pour moi de vous dire qu'il y a certains pays qui ont déjà fait un engagement pour dire que d'ici la fin du mois de juillet, nous aurons un pays numéro 45. Mais nous sommes vraiment contents que nous avons reçu cet engagement lors de ces événements, ce qui montre que, en fait, il y a un engagement positif vis-à-vis de la célébration. En outre de la ratification, le protocole a vraiment été utile en ce qui concerne le développement politique dans le gouvernement, au niveau de la Commission de l'Union africaine et au niveau des États membres. Beaucoup d'États membres ont déjà adopté des politiques qui prennent en compte les principes et l'esprit du protocole de Maputo. Et ça, c'est quelque chose à féliciter. Au niveau de la Commission de l'Union africaine, dans le contexte de ce panel, mais en outre de dispositions, nous avons aussi fait quelques instruments et nous avons partagé ces instruments avec les participants. Un de ces instruments, c'est les lignes directrices pour lutter contre la violence sexuelle. Et en fait, il contient beaucoup de principes, beaucoup de guides que nous recommandons aux pays membres et les organisations de la société civile pour voir comment nous pouvons s'assurer que la violence à l'égard des femmes et des filles dans le canton devient quelque chose de passé. Ce que j'entends, c'est des histoires de réussite. Oui, vous avez une histoire de réussite. Est-ce que vous avez une histoire, votre histoire préférée, votre histoire de réussite préférée du protocole de Maputo? Bon, je peux mentionner quelques pays qui ont domestiqué, parce que la domestication n'est pas juste avoir une loi qui va dire je suis là pour domestiquer. Il y a la domestication express, mais il y a aussi la domestication implicite en s'assurant que vous avez des lois qui mettent en œuvre certains articles du protocole de Maputo. Je peux utiliser mon pays, la Gambie, mais je dois féliciter le fait que la Gambie a ce qu'on appelle l'acte pour la femme 2017. Vous allez voir, il parle
de façon explicite. C'est un acte pour domestiquer le protocole Maputo et le CEDEF. Ça, c'est quelque chose à féliciter. Mais en outre de la Gambie, nous avons quelques pays comme le Kenya, parce que la constitution du Kenya a une disposition qui le rend possible pour les instruments internationaux, par exemple, comme le protocole de Maputo, qu'ils soient directement applicables dans le contexte de leur pays. Namibie le dit directement que le protocole de Maputo fait directement partie des lois de leur pays, de la Namibie. Et donc, ce sont des choses que nous avons besoin de féliciter. Ceci étant dit, nous avons la Gambie, Malawi et d'autres pays. Nous ne pouvons pas nommer tous ces pays juste pour dire que le protocole a influencé des lois et des politiques au sein du continent africain. Mais bien au-delà de ça, une chose que nous avons besoin de dire, et on peut avoir des instruments qui sont vraiment très bons, de bonnes lois, mais ces lois doivent avoir un impact et doivent être en mesure d'améliorer la vie des femmes. Et donc, ceux qui ont la responsabilité d'interpréter la loi, c'est-à-dire le système judiciaire, il faut qu'ils soient impliqués afin qu'ils interprètent le protocole Maputo de façon progressive, afin qu'il y ait droit et la justice pour les femmes quand ils vont au tribunal. Si vous avez le courage de traduire quelque chose en justice et vous voyez que les juges même ne sont pas progressifs, ça devient un problème. Et donc, voici quelques points que nous avons réitérés. Nous avons célébré et nous reconnaissons qu'il y a de cela 20 ans, on a été dans beaucoup de luttes, beaucoup de combats et on a gagné. Mais on reconnaît le fait que malgré le fait qu'on a gagné certains combats, la guerre continue. Et il faut avoir des efforts collectifs, concertés et pérennes pour continuer à sensibiliser ces femmes parce qu'ils doivent savoir ce qu'est le protocole Maputo et ce que ça représente pour elles. Donc, je voulais juste partager et lancer un appel à l'action, mais nous allons revenir. Alors, permettez-moi maintenant d'aller au sommet qui a eu lieu en février. La décision était de négocier une convention de l'Union africaine qui serait cadrée pour mettre fin à la violence à l'égard des femmes et des filles. Et ça, c'était une décision vraiment historique. Et ça serait la première décision qui va exister dans le monde en matière de traité. Alors, est-ce que vous pouvez parler de cette convention? Qu'est-ce que les femmes et les filles en Afrique aimeront voir de cette convention? Et comment nous pouvons nous assurer que leurs voix ne sont pas seulement entendues, mais sont bien documentées dans les pages qui seront livrées pour l'approbation à la Commission de l'Union africaine? Merci beaucoup. Bon, je suis en train de danser un peu dans mon cœur. C'est une danse qui est en train de célébrer une décision des chefs d'État de l'Union africaine pour avoir une convention africaine pour mettre fin de la violence à l'égard des femmes et des filles. Si vous prenez l'article 4 du protocole Maputo, ils sont en train d'élargir en fait ce qui est dans cet article. Je dois féliciter l'Afrique. Hier, on a vu et on avait des chefs d'État africains ici à Women Deliver. Une fois encore, félicitations à Women Deliver et félicitations à ma sœur Dr Pumzile, la présidente, d'avoir bien positionné et placé l'histoire africaine. Que l'Afrique n'est pas juste un endroit qui est condamné, non, mais en fait, il faut bâtir l'avenir des femmes sur le continent. Et donc, avec le roi, nous avons beaucoup travaillé sur le conseil pour les leaders traditionnels dans le pays. Alors, vous avez posé cette question. En fait, quel est ce contenu? Et comment est-ce que les femmes et les filles pourront contribuer? Bien. La convention sur l'élimination de la violence à l'égard des femmes. J'aimerais nommer quelques questions auxquelles nous sommes confrontés. En étant l'ambassadrice de l'Union africaine,
depuis 2018, je continue à questionner des langages comme le mariage des enfants. Parce qu'un enfant ne peut pas se marier. Nous parlons ici de la violation, le viol, l'exploitation sexuelle, l'abus, de toutes sortes de violences. Ce que nous voulons donc voir dans la Convention pour mettre fin à la violence à l'égard des femmes et des filles, c'est comment bien intituler les différents types de violences pour ne pas normaliser et minimiser certaines formes de violence. Comment on parle de violence intime? Comment on peut parler de violence intime? Non, il faut vraiment remettre en question le langage. Donc ça, c'est la première chose pour moi qui est très importante quand nous sommes en train de rédiger la Convention. La deuxième chose, la Convention ne sera pas exhaustive sans un engagement pour faire face aux causes racines, l'agenda de prévention. Oui, et c'est la prévention, oui, nous allons continuer à essayer de changer les normes sociales. Je suis sûr que le droit va en parler, mais il faut aussi parler de l'économie de la violence à l'égard des femmes. Nous voulons parler du patriarcat. L'Afrique est riche. L'Afrique est vraiment riche. Mais les femmes africaines, ils font face à la violence à cause de la pauvreté et l'exclusion. Et donc, il faut dire que la violence à l'égard des femmes, ce n'est pas quelque chose au niveau des foyers, mais c'est un problème de la gouvernance et la macroéconomie. Il est donc très important pour la Convention de prendre en compte cette partie. Et en troisième position, la Convention doit parler des questions de la protection des droits de femmes et les survivants de violences basées sur le genre. Il doit parler de la justice. Il doit parler de la justice. Il faut parler de l'impunité, les hommes au pouvoir, qu'ils sont au pouvoir et qu'ils ont déjà quitté le pouvoir ou ils sont dans les couloirs de pouvoir. Les hommes au pouvoir qui pensent qu'ils peuvent violer et rien ne va se passer. Il faut que la Convention prenne en compte ces choses dans les pays qui font face aux crises et le contexte est très important. Et cette Convention ne doit pas être pour ne pas être poli, non. Il faut que la Convention touche sur les vraies questions, la violence électorale, l'inceste, ces choses qui sont vraiment difficiles, l'humanitaire, comment protéger, en fait, les questions difficiles. Il faut que ces questions soient comprises dans la Convention. La Convention ne sera pas exhaustive si ils ne prennent pas en compte la reconstruction. Nous pouvons prévenir, oui, mais après avoir subi une telle sorte de violence, il faut guérir. Donc, l'éducation, la santé mentale, le soutien psychosocial dans les écoles, dans les communautés, dans les endroits de travail. Il faut avoir des espaces sûrs, des environnements sûrs pour les femmes. Et dernièrement, les deux choses dans la Convention, c'est qu'il faut que la Convention soit un instrument de redevabilité. Ce n'est pas juste une déclaration politique. Il doit avoir des dispositions pour la redevabilité à travers des lois, des mécanismes institutionnels. Et juste pour toucher sur votre dernière question. Alors, comment est-ce que nous pouvons être impliqués? Les femmes africaines ont déjà été impliquées même avant la création de l'Union africaine, avant les organisations panafricaines. Nous avons déjà touché sur ces points et nous serons toujours impliqués, que nous parlons de ces réseaux qui existent, le réseau des femmes leaders africaines, le RELDABS, les différents réseaux qui existent, SOAN, le réseau SOA. Mais la participation n'est pas la même chose avec l'implication. La participation peut dire être présent, c'est-à-dire vous pouvez juste être présent. Mais la participation, c'est avoir une voix, être écouté et entendu,
avoir la possibilité d'être entendus, relever les obstacles. Oui, le digital est bon, mais le digital exclut des personnes. Et donc, cette réunion de Women Deliver, c'est formidable. Mais si c'est juste numérique, là, c'est en train d'exclure certaines personnes. Et donc, nous voulons le processus de développement de cette convention. De venir dans mon village, il faut aller à Kanatiounouové, il faut aller dans les villages. Nous avons besoin d'être à Asmara. Il faut être même au-delà des montagnes et des vallées où nous marchons à pied pour arriver à notre destination. Il ne faut pas juste s'asseoir sur des fauteuils confortables. Il ne faut pas juste te demander où vous allez dormir. Non, vous dormez où les femmes dorment dans ce village. Donc, nous avons besoin de sortir de notre zone de confort. L'inégalité numérique, nous n'avons pas besoin juste de différentes petites fenêtres de financement avec les bailleurs ici. Vous savez quoi? Les femmes et les filles africaines, ils ont besoin de gros financements et de plus de ressources afin qu'ils soient en mesure de négocier leurs conventions. Juste ces petites fenêtres de financement pour organiser un atelier ne nous permettent pas de parler à ces chefs, les commissaires, le gouvernement, juste avec un atelier. Non, ça ne marche pas. Nous avons besoin de partenariats importants, de partenariats stratégiques et investissements stratégiques. Et en dernière position, la Convention africaine n'est pas pour l'Afrique. Non, nous ne sommes pas en train de domestiquer la loi internationale. Nous sommes en train de co-créer le droit international parce qu'une convention n'existe nulle part pour la violence à l'égard des femmes. Ce serait la première. Et donc, ça veut dire que l'Afrique va co-créer avec le monde entier une convention pour mettre fin à la violence à l'égard des femmes. Nous allons élargir la Convention sur le droit de l'enfant. Nous allons élargir les différentes conventions qui existent. Et finalement, il s'agit de l'inclusion de notre diversité. Vous avez vu, il y a quelques années, j'ai rejoint le mouvement des personnes handicapées. Nous sommes vraiment artificiels en tant d'êtres humains. Nous parlons de l'inclusion et la diversité, mais en pratique, les discriminations pratiques auxquelles sont confrontées les personnes qui sont un peu différentes, quel que soit ce que ce soit des personnes dans les camps de déplacés. En fait, cette question de diversité et inclusion doit être au cœur de comment nous négocions notre convention qui vient à la table. Et j'étais vraiment content de voir qu'il y a la langue des signes, une fois encore. Merci beaucoup. Donc, c'était une très belle vision que vous avez partagée concernant la Convention de l'Union africaine. Je suis content que vous avez mentionné la langue parce que nous ne pouvons pas séparer la langue de la culture. Et donc, j'aimerais parler à ce chef, son Excellence, l'intérêt de la culture pour faire la promotion de ce que nous sommes en train de dire ici, l'égalité des gens. Vous êtes les détenteurs de la culture et la tradition de votre communauté. Merci beaucoup d'être ici. Est-ce que vous pouvez parler, Votre Majesté, du rôle que la tradition peut jouer pour lutter contre la violence à l'égard des femmes et des filles? Merci, Madame. En espérant que la salle comprend aussi le français. Nous sommes des gens du terrain. Nous ne sommes pas du politique, ni du gouvernement, ni des organismes. Alors, nous parlons terrain. C'est en 2018, lors d'une réunion de ONU Femmes où j'ai fait la connaissance de Madame à Lagos, que j'ai appris que le Niger, mon pays, avait le plus grand taux de mariage d'enfants. Alors, à partir de ce moment, nous avons décidé de prêcher plus par l'acte que par la parole. Je vais juste vous parler de notre exemple à nous pour vous montrer à quel point la chefferie traditionnelle, pas du Niger, mais de l'Afrique tout entière, peut impacter
véritablement par rapport à la violence faite aux femmes et aux filles. Alors, à partir de 2018, nous avons pris la décision d'agir. Nous avons commencé par quoi? Nous avons commencé par appeler tous nos chefs de village, de tribu et de quartier. À partir de moment, je veux qu'on me forme 200 comités de protection de la jeune fille dans le royaume. Ces comités formés des imams, des chefs de village, de quartier, de tribu, des représentants des femmes et des représentants des jeunes vont travailler dorénavant pour me rendre compte de tous les risques liés à la santé et aussi à l'intégrité de la jeune fille. En 2 ans de travail, madame, de 2018 à 2020, après une enquête de l'UNFPA, nous étions parvenus à 2020 à 0 mariage d'enfants dans le royaume de Tessawa. Déjà en 50 ans, nous n'avons jamais eu de mutilation génitale féminine dans le royaume. Excellent. Ça, c'est d'une part. D'autre part, j'ai dit à ces mêmes chefs de village, de quartier, de tribu, allez-y vers vos populations, dites-leur, et ce n'est pas un ordre, que chaque famille me donne une contribution d'une mesure de 1000. Même si la famille fait 100 personnes, c'est une seule tasse de 1000 de contribution. Nous avons pu, en 2019, collecter plus de 4 millions de 1000 collectés auprès des populations. Nous avons eu un partenaire qui avait trouvé que c'était bien. Il nous avait complété avec 8 millions. Il nous a doublé. Nous avons pris en charge. Parce qu'avant, il y avait beaucoup de mendicité des femmes. Aidez-nous à acheter des poches de sang, aidez-nous pour les évacuations sanitaires, aidez-nous pour les prises en charge médicales. Madame, de 2019 à ce jour, parce que les collectes continuent après chaque hivernage, 0 mendicité des femmes, des filles, des hommes, des garçons pour les évacuations sanitaires et pour les poches de sang. Chez moi, tout est gratuit, avec les moyens de population. Nous mobilisons les ressources locales pour régler les problèmes des populations. L'éducation de la jeune fille. Il y a beaucoup d'échecs scolaires chez nous parce qu'il n'y a pas de suivi. En 2020, nous avons eu une personne qui nous avait accompagnés. Toutes les filles qui échouaient au bac et au brevet et dont les familles ne pouvaient pas leur financer le retour à l'école, nous les invitons à venir s'inscrire gratuitement dans nos programmes. Elles étaient prises en charge à 100%. En 2020, 113 filles s'étaient inscrites pour le programme. En 2021, 163 filles s'étaient inscrites pour le programme. Cette année, avec l'accord avec le partenaire, le même programme sera relancé dans le royaume de Tessa. Toutes les filles qui ont échoué au bac et au brevet sont invitées à venir se faire inscrire pour être prises en charge à 100% et leur donner encore une seconde chance. Nos écoles sont des écoles rurales où beaucoup de filles, surtout les filles, elles étaient assises à même le sol. Sur les peu de tables qu'il y a dans les classes, c'est les garçons qui les occupent. Encore la même chose, nous avons un système de mobilisation de ressources qui marche. Nous avons rappelé tout le monde. Partez en ville comme au village, dites-leur que je veux leur contribution. Nous avons pu confectionner, madame, 1000 tables bancs qui ont réglé le problème de 30 écoles rurales qui avaient 0 table banc. Nous ne sommes pas limités qu'à cela. Nous avons fini de mettre en place un site d'alphabétisation et de pratique de la contre-saison pour les filles uniquement. Ce site va accueillir 200 filles rurales ou déscolarisées. Elles seront formées à la contre-saison. Elles vont produire de la contre-saison. Elles vont vendre de la contre-saison et le fruit de leur vente leur appartient. Et parallèlement, nous allons les initier à l'alphabétisation pour joindre l'utile à l'agréable et pour ne laisser personne pour compte. Avec des résultats pareils, madame, et si on arrivait à engager, à impliquer tous les chefs traditionnels, sans parler des conventions, des accords, nous allons plus produire des résultats. Nous travaillons beaucoup plus sur le concret. Des pays, des gouvernements peuvent signer des conventions et des accords et ne rien faire sur le terrain. La chefferie traditionnelle, lorsqu'elle s'implique, lorsqu'elle s'organise, elle pourra porter les résultats que des institutions ne pourront pas atteindre. Parce que c'est les
personnalités, c'est les institutions les mieux écoutées et les mieux respectées des populations. Le Niger, pour ne pas dire Tessawa, est un exemple. Je crois que si on arrive à impliquer ça dans tout le Niger, pourquoi pas le Cameroun, pourquoi pas le Sénégal, pourquoi pas le Tchad, pourquoi pas le Kenya, pourquoi pas tous les autres pays qui ont des chefferies, même si c'est des leaders religieux qui parlent, comme au Sénégal et en Mauritanie. Je crois que les changements vont venir tout seuls et vous allez voir qu'on va plus aller de l'avant rapidement qu'en signant des accords et des conventions que certainement qui seraient un peu délaissés. Là, nous faisons du concret. Nous allons accompagner avec le concret. Nous avons commencé, nous allons continuer. Et Inch'Allah, vous verrez, d'autres résultats apparaîtront au fur et à mesure. Je vous remercie. Excellent. And Mrs. Gebrahan, I'd like to ask. Merci. J'aimerais que vous vous chargiez du mot de la fin, Madame Gebreran. Sur la base de votre expérience, comment est-ce que nous pouvons mobiliser les hommes de manière égalitaire et progressive? C'est une opération très difficile. Et comme je l'ai dit, sur la base de votre expérience, comment faire pour que ces hommes et ces femmes travaillent en synergie? Merci. Avant de répondre à votre question, j'aimerais parler de ma ville, Asmara, qui prend également des mesures dans ce sens. Ce parcours est très difficile et c'est bien de célébrer nos réussites, nos progrès. Il faut également parler des défis que nous rencontrons. La prévention des violences faites aux femmes requiert la participation de tout le monde, les hommes, les femmes, les garçons, les filles. Parce que les violences faites aux femmes sont devenues une espèce de norme. Et ces normes peuvent être changées. Pour ce faire, il faut compter sur la participation de toutes les parties prenantes. D'autres difficultés surviennent lorsqu'on analyse ce qui se passe sur le terrain. Les initiatives qui essaient de mobiliser les hommes et les garçons sont totalement déconnectées de l'analyse des mouvements féministes et des politiques en vigueur en matière d'égalité de genre. Ces initiatives fragilisent les acquis des mouvements féministes et des organisations de défense des droits des femmes. Nous savons que la mobilisation des hommes et des garçons revient à leur demander de reconnaître qu'ils sont des acteurs de violences fondées sur le genre, non pas pour les accabler, mais pour les encourager à changer les structures et les mécanismes qui défendent ces violences fondées sur le genre. Sur le terrain, nous ne voyons pas d'adéquation réelle entre ce que je viens de dire et ce qui se passe. Au contraire, les systèmes qui encouragent ces violences ou ces normes accablent les hommes. Et je pense que ces initiatives échouent parce qu'elles ne s'appuient pas sur des analystes féministes. C'est vrai que nous soutenons de plus en plus la mobilisation des hommes et des garçons. Malheureusement, ce soutien a souvent tendance à réduire les espaces laissés aux femmes. Les femmes ont commencé ce projet, cette aventure, mais de moins en moins d'entre elles ont la possibilité de se joindre à cette lutte. Cet isolement des femmes favorise le patriarcat, favorise la consolidation du patriarcat. Ce que nous voulons voir, c'est une transformation des structures patriarcales. Les initiatives, les mesures qui souhaitent mobiliser les hommes et les garçons, malheureusement, reproduisent le patriarcat sous d'autres formes. Nous devons apprendre à travailler comme des alliés et des partenaires
les hommes doivent mener des introspections critiques et honnêtes, reconnaître les pouvoirs et les privilèges dont ils jouissent. Ils doivent se servir de ces privilèges et de leurs pouvoirs pour changer les systèmes et défendre le leadership des femmes. Les femmes font ce travail depuis des décennies. Nous devons veiller à ce que les organisations de défense des droits des femmes soient consultées en amont. Il ne suffit pas de le faire pour s'acquitter d'un devoir. Le faire, c'est écouter avec patience et avec honnêteté ce que ces organisations font pour aider les femmes, pour aider les jeunes filles et créer ainsi, je l'espère, des relations entre les hommes et les femmes plus équitables. Je crois que si nous menons ces consultations, les hommes sauront quand prendre la parole et quand laisser la parole aux femmes pour qu'elles deviennent de meilleurs leaders. J'invite donc toutes les personnes présentes à cette plénière à soutenir la mobilisation des hommes et des garçons, que ce soit sous la forme de politique, d'initiatives, et de ne pas oublier de mettre en place des mesures de redevabilité. Merci. Merci à vous. Veuillez applaudir les membres de notre table ronde, s'il vous plaît. Nous allons maintenant regarder à nouveau l'écran. Hello everyone. Bonjour tout le monde. My name is Nogwazi. Je m'appelle Nogwazi. I come from a small country in southern Africa. Je viens d'un tout petit pays en Afrique australe. J'étais employé de maison. Cet emploi me permettait d'avoir de l'argent régulièrement, mais je ne pouvais pas prendre soin de mes enfants comme il se doit et préparer leur avenir. Mes parents sont très âgés et ils s'attendent à ce que je m'occupe d'eux également. Malgré tout ce que je fais, je me sens un peu frustrée financièrement. Mais je suis une personne très tenace et j'ai donc décidé de mettre sur pied ma propre entreprise de vente de volailles. Mais je ne peux pas développer cette entreprise parce que les institutions financières pensent que je ne suis pas solvable. C'est vrai que j'ai trouvé des moyens, des alternatives pour faire grandir mon entreprise, mais ce n'est pas suffisant. Je n'ai pas suffisamment d'épargne au cas où j'aurais d'autres problèmes. Une de mes amies m'a parlé du protocole de Maputo et de l'article 13 qui parle du bien-être économique des femmes et qui leur garantit que le continent mettra en place des dispositions pour qu'elles mettent sur pied leurs propres activités économiques, surtout pour celles qui ont des activités dans le secteur informel, comme moi. Comment pourrais-je bénéficier de ces droits? Comment pourrais-je jouir des promesses de ce protocole? Est-ce que vous pourriez m'aider? Your Excellencies, First Lady, Excellence, Madame la Première Dame de Namibie, Madame la Première Dame du Burundi, distinguished ladies and gentlemen, all distingués invités dans vos rangs respectifs, Mesdames et Messieurs, bienvenue à cette nouvelle table ronde sur les pratiques encourageantes qui permettront de connecter l'autonomisation des femmes grâce au protocole de Maputo. Sans plus attendre, je vais vous présenter les membres de cette table ronde.
le docteur Aïdara Fatoumata, directrice de Sahel pour Plan International, Son Excellence Monica Gengos, la première dame de Namibie, à la tête de l'organisation des premières dames pour le développement, OFLAD. Je souhaite également souhaiter la bienvenue à la première dame du Burundi, Madame Angeline Ndayishimiye. J'aimerais poser ma toute première question à Madame Fatoumata Aïdara. Sur la base de votre travail en matière d'égalité entre les genres, comment pouvons-nous faire pour que ces politiques atteignent les populations visées? Merci. Excellences, Mesdames et Messieurs, avant de répondre à la question qui m'a été posée, j'aimerais vous parler un peu plus de moi et je voudrais le faire très rapidement. Je viens de Tombouctou. Je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion de vous rendre à Tombouctou. Et le parcours que j'ai eu est très long et a été très ardu. À l'âge de 16 ans, j'ai connu un moment très difficile. J'ai traversé un moment, comme je l'ai dit, difficile. Et à cette époque, je n'étais pas encore au courant des inégalités de genre, des égalités de genre. Et je me demandais pourquoi est-ce que j'étais confrontée à cette situation. Je me suis rendu compte que parce que j'étais née femme, je ne devais pas laisser ma condition me limiter. J'ai rejoint d'autres filles de mon âge. Je me suis joint à cette lutte et pour améliorer nos vies. Après avoir assisté à une conférence internationale autour desquelles d'autres femmes souhaitaient créer un mouvement de solidarité en dépit de nos différences linguistiques, j'ai été inspirée et j'ai décidé de continuer cette lutte. Aujourd'hui, je suis suffisamment lucide pour reconnaître que j'ai eu beaucoup de chance, contrairement à d'autres filles de ma région ou de mon pays. J'essaie d'apporter une véritable différence autour de moi, mais nous savons que les femmes et les jeunes filles, les hommes et les jeunes filles de notre continent sont tout aussi vulnérables qu'il y a 20 ans en raison de crises comme les conflits, les crises alimentaires, les crises climatiques, surtout au Sahel et dans la Corne de l'Afrique. Plan International vient de boucler une étude qualitative auprès des jeunes filles du Burkina Faso et du Mali qui sont touchées par ces conflits. Au Sahel, le mariage précoce et forcé est très élevé. Sur les 10 pays que nous avons inspectés, les 6 pays où le mariage forcé est le plus élevé se trouvent en Afrique de l'Ouest. Cette étude nous a démontré que les filles et les jeunes femmes sont en mesure de prendre des décisions sur leur corps. Malheureusement, ce n'est pas toujours le cas. Aucune femme, aucune fille ne devrait être mariée de force ou être victime de violence. Ces filles, ces femmes ont le droit d'avoir accès à des services de qualité et être en mesure de prendre des décisions éclairées pour mieux disposer de leur corps. Ces problèmes doivent être résolus de manière collective. Par exemple, les femmes doivent être présentes sur les espaces de prise de décision. On parle ici de représentativité.
De cette manière, nous serons en mesure de mieux lutter contre des crises comme l'insécurité alimentaire, les dérèglements climatiques, etc. J'invite l'Union africaine et les partenaires à cette salle à se joindre à cette lutte et de participer, que ce soit sur le plan de la mise en œuvre, du financement ou du suivi à cette lutte. Encore une fois, je pense qu'il est très important de renforcer les mesures de redevabilité pour suivre les progrès. Nous devons également ajuster les budgets qui sont alloués à ces luttes afin que les services liés à la santé et aux droits sexuels et reproductifs soient de qualité, surtout dans le domaine humanitaire. Nous souhaitons travailler avec des institutions clés en Afrique comme l'Union africaine, la BAD, afin que ces objectifs deviennent des réalités. Aidez-nous à faire de ce rêve une réalité. Merci de votre aimable attention. Merci, Dr Aïdara, pour ces recommandations. Je vais maintenant passer la parole à la première dame de Namibie, Madame Gengos, en tant que fondatrice de la Fondation One Economy. Comment est-ce que les premières dames pourraient mieux défendre la mise en œuvre du protocole de Maputo? Merci. Avant de répondre à votre question, qui porte sur ce que les autres premières dames font, je pense qu'il est très important de savoir comment est-ce que nous le faisons. Les premières dames sont souvent considérées comme des héroïnes. Elles ont des super pouvoirs. Certaines personnes vous détestent, certaines personnes vous aiment, certaines personnes pensent que vous êtes très méchant. Et vous avez soit le pouvoir d'aider les autres, soit le pouvoir de ne rien faire. Et en réalité, nous n'avons pas de pouvoir, mais nous avons de l'influence. Vous avez sûrement assisté à la cérémonie d'ouverture. Il y avait 2 présidents et la modératrice a fait un travail formidable. Et je pense qu'ici, nous avons un pouvoir de proximité, un pouvoir d'influence. Nous pouvons influencer les masses. Mais nous ne le faisons pas publiquement comme la modératrice d'hier. Vous voyez, Clark Kent se cache derrière un costume. Il ne dit pas à tout le monde qu'il est Superman. Nous sommes comme ce personnage fictif. Nous ne crions pas sur tous les toits que nous avons de l'influence. Nous travaillons dans l'ombre. Nous sommes des acteurs de l'ombre. Nous essayons d'institutionnaliser ces luttes. Notre organisation des Premières Dames joue un rôle très important et j'aimerais revenir sur cette association. Désolée pour cette toute petite digression. Au départ, mon époux n'était pas très emballé à l'idée de me voir impliquée dans ces activités. Mais petit à petit, nous avons réussi, en tout cas j'ai réussi à le convaincre du bien fondé de cette action. Nous travaillons avec des premières dames et je crois que la première dame du Burundi vient de recevoir un prix et je suis vraiment fière de constater que ces actions sont reconnues. C'est vraiment un privilège. Accountability of child sexual violence. That was something that was motivated by a First Lady at the United Nations, the First Lady of Gabon. La première dame du Gabon, grâce à son travail, a impulsé le mouvement d'élimination des violences, de toutes les formes de violences faites aux femmes. Les premières dames de ce pays, Jeannette Kagame, l'une des femmes les plus brillantes que j'ai eu le plaisir de côtoyer, est impliquée dans ces initiatives.
Voilà comment est-ce que nous nous servons de ce pouvoir, entre guillemets, pour obtenir des fonds, attirer la lumière sur les causes que nous défendons. Dans notre association, nous sommes en train de mettre en place une campagne unifiée sur un thème central qui est en fait une version épurée du protocole de Maputo. Nous allons parler d'éducation, de santé. Vous pouvez, dans ce chapitre, parler de VIH, de mutilation génitale féminine, de santé, de droits sexuels et reproductifs. Et en plus de la santé, nous allons parler de violences basées sur le genre, d'autonomie économique. Ce sont des sujets, des thèmes qui rappellent le protocole de Maputo. Nous souhaitons qu'autant de premières dames que possible puissent mobiliser des millions d'Africains. Très peu de personnes sont capables de rassembler autant de personnes, autant de communautés. Nous avons un pouvoir qui est très difficile à exploiter. Soit vous vous en servez, soit vous ne vous en servez pas. Et beaucoup d'organisations comptent sur notre pouvoir. Nous sommes une espèce d'intermédiaire entre ces personnes qui souhaitent voir ces politiques, ces protocoles devenir des réalités, et d'un autre côté, voir la situation des personnes pour qui ces protocoles sont développés, changés. Nous sommes des personnes accessibles. Je ne suis pas très fan des réseaux sociaux, mais j'ai des comptes sur les réseaux sociaux pour être plus proche des jeunes qui, eux, utilisent beaucoup les réseaux sociaux. J'ai été forcée d'apprendre à me servir de ces réseaux sociaux pour être plus accessible. Grâce à ces contacts, j'ai compris que notre continent doit comprendre que nous ne sommes pas aussi faibles que nous le croyons, mais nous devons accepter cette part de fragilité. Et cette fragilité doit être prise avec beaucoup de pincettes. Parce que si cette fragilité est beaucoup trop visible, elle peut prêter le flanc à d'autres conflits, à d'autres formes de réactions violentes. Dans le monde, les hommes sont beaucoup plus exposés aux violences qu'aux femmes, c'est vrai. Mais ce n'est pas une excuse pour dire que les hommes doivent être également pris en considération, mais c'est une manière de dire que ces hommes sont aussi, d'une certaine manière, fragiles. Que ce soit par rapport à leur culture, que ce soit par rapport à leur absence de pouvoir économique ou politique. Et lorsque nous parlons de violences basées sur le genre, nous prenons en considération beaucoup de contextes. Nous devons aller du général au particulier. Dans notre œuvre, nous avons constaté que la santé mentale est très négligée, surtout en Afrique. Nous avons des taux de suicide excessivement élevés. Cela veut dire que sur le plan de la santé publique, nous négligeons beaucoup la santé mentale. Dans de nombreux pays, nous venons de sortir de crise. Nous avons des sociétés qui ont été exposées à des violences sans précédent. Mais nous continuons d'accumuler ces frustrations, d'accumuler ces conflits. Et nous n'arrivons pas à sortir de ces conflits totalement parce qu'après un conflit, nous retombons dans un autre conflit. Et ces conflits sont intériorisés et créent d'autres conflits. Je pense que ici, ce que nous devrions faire, c'est financer à sa juste hauteur la santé mentale et le bien-être. Ce sont des réalités que nous découvrons petit à petit. Et pour atteindre ces objectifs et créer ce monde que nous voulons voir, pour guérir, nous devons guérir nos populations. Et nous avons beaucoup de blessures
à penser. Nous travaillons beaucoup avec les organisations locales. Et au départ, ces personnes sont souvent très négatives. Elles ne veulent pas s'ouvrir. Pendant les 30 minutes qui vont ouvrir vos discussions, ces personnes seront très énervées, très fâchées contre vous. Mais après, si vous écoutez ce qu'elles disent, si vous prêtez attention à ce que ces personnes vous disent, vous comprendrez le message derrière leur colère. On a souvent tendance à se braquer quand on est face à ce genre d'obstacles. Mais si nous nous mettons à leur place, nous comprendrons ce qui motive leur frustration. Et c'est aussi une manière de dire que nous devons apprendre à écouter les femmes qui souffrent, les hommes qui souffrent également. Ce sont les acquis de nos actions. Nous savons qu'il y a des personnes fragiles, des personnes qui ont du pouvoir aussi. Et nous voulons que ces deux pans se rejoignent. Et pour conclure, je crois qu'il est très important de préciser qu'il n'est pas toujours nécessaire d'occuper des postes de prise de décision pour apporter des changements. À partir de votre influence, à partir de vos propres compétences, vous pouvez apporter des changements. Il existe plusieurs formes de leadership. Je vais prendre ici l'image du berger qui guide son bétail. Il ne le fait pas devant, c'est bête, mais derrière. Et je pense que c'est aussi une forme de leadership à prendre en considération. Merci, Madame la Première Dame de Namibie, pour votre travail sur le plan continental. Grâce à cette sororité que vous avez réussi à créer, et c'est un exemple très poignant. Merci encore une fois, Madame la Première Dame. Je crois qu'elle mérite des applaudissements. Première Dame du Burundi. En tant que présidente de l'Office de la Première Dame pour le développement au Burundi, de la Fondation Bonne Action Umugiraneza et fondatrice de l'organisation Femmes Inouari, quel travail ces institutions et organisations accomplissent-elles pour garantir que les droits des femmes soient protégés pour chacun et chacune d'entre nous? Merci. Merci beaucoup. Excellence, la Première Dame de Namibie, ma présidente, mesdames et messieurs, bonjour. Je suis très heureuse de prendre part à cette session importante de Women Deliver 2023 qui est consacrée au protocole de Maputo. C'est pourquoi que je voudrais je saisis de cette occasion pour remercier les organisateurs de cet important événement et plus particulièrement son Excellence Jeannette Kagame, Première Dame de la République du Rwanda, qui, consciente du rôle prépondérant que nous devons jouer en tant que femmes leaders de haut niveau, m'a conviée à cet événement. Revenons alors sur votre question. La protection de la promotion des droits des femmes et des filles ont toujours été mes grandes préoccupations. Ce qui m'a d'ailleurs poussée à créer l'association Femmes Noires, la Fondation Bonne Action Umugiraneza. En plus, la promotion des droits des femmes et leur autonomisation sont parmi les priorités de l'Office de la Première Dame du Burundi pour le développement. À travers l'organisation Femmes Noires, en tant qu'ex-combattante au sein du mouvement CNDD-FDD, ma vision était de créer un cadre d'expression et d'action dans le but de promouvoir ensemble les droits des femmes anciennes combattantes. Cette organisation a contribué à plusieurs initiatives, dont celles liées à leur autonomisation. Pour ce qui est de la Fondation Bonne Action Umugiraneza,
Je l'ai créé en 2019 avec pour objectif principal de venir en aide aux personnes vulnérables, de contribuer à la santé, l'éducation, assistance de toutes les couches qui sont vulnérables. Depuis sa création, cette fondation contribue à promouvoir les droits des femmes et filles en matière de la santé et d'éducation. C'est dans ce cadre que s'inscrit l'appui à la prise en charge et l'autonomisation des femmes souffrant de fistules obstétricales, ainsi que la mise en place du département de fécondation in vitro à la polyclinique Umugiraneza. En fait, concernant l'Office de la Première Dame du Burundi pour le développement, sa mission principale est de contribuer au bien-être et à la bonne santé des femmes, des enfants et des jeunes, sans oublier les personnes âgées. Ainsi, dans le cadre de la promotion des droits de la femme et de la fille et de leur autonomisation, plusieurs initiatives et programmes d'activité ont été réalisés et d'autres sont en cours. Je citerai notamment l'organisation chaque année d'un forum de haut niveau des femmes leaders qui est un cadre d'échange des femmes sur diverses thématiques qui intéressent la vie du pays, y compris les droits de la femme. Les activités de sensibilisation pour la promotion de la santé maternelle en rapport avec la planification familiale, la lutte contre le VIH-Sida, la lutte contre la malnutrition pour les enfants de moins de 5 ans et les personnes âgées, sans oublier la lutte contre la mortalité infanto-maternelle, etc. Les ateliers de sensibilisation des jeunes et adolescents pour prévenir les grossesses précoces chez les jeunes filles, l'organisation des activités de sensibilisation pour la promotion de l'hygiène menstruelle chez les jeunes filles, bien que le protocole de Maputo consacré la protection et la promotion des droits des femmes, des défis ne manquent pas. Je citerai à titre d'exemple. Certains pays ne l'ont pas encore ratifié, d'autres ont émis des réserves. Les croyances religieuses, les cultures et les traditions sont aussi parfois à l'origine de la discrimination chez les femmes. Pour terminer, nous devons nous tous unir nos forces pour faire face à ces contraintes qui constituent une barrière à l'épanouissement socio-économique de la femme et des filles. Je vous remercie. Je vous remercie, Excellence, Madame la Première Dame du Burundi. Alors, nous sommes maintenant à la fin de cette session, de ce panel. Permettez-moi maintenant en conclusion, j'aimerais vous dire, en fait, des points saillants que j'ai entendus lors de cette session. La question de la redevabilité, je pense que c'était une question qui était très importante et les trois membres du panel l'ont mentionné à différentes phases, certainement, de la présentation. Le partenariat, la sororité, le pouvoir. Nous avons le pouvoir. Nous avons des premières dames qui sont vraiment puissantes. Nous avons aussi des femmes ici qui sont très, très puissantes, qui, à travers leur carrière, qui sont des bons modèles pour les jeunes personnes à travers l'Afrique. Nous aimerions remercier les membres du panel pour la présentation. Et s'il vous plaît, il faut suivre l'écran parce que nous allons projeter une vidéo. Hey, I'm back again.
Bonjour, je suis de retour. Je m'appelle Kofi et je viens d'un pays de l'Afrique de l'Ouest. La meilleure façon de me décrire, c'est de dire que je suis un homme pour une femme. Et je pense que les droits des femmes sont les droits de l'Afrique. Même dans ma communauté, je participe à des conversations pratiques avec des hommes et des garçons afin que nous puissions déconstruire des comportements nuisibles que nous perpétuons en tant qu'hommes à l'encontre des femmes. Ces conversations vont nous aider à réapproprier le récit qui signifie ce que ça veut dire être un homme africain. J'ai rencontré Aïcha au travail et j'ai appris à connaître beaucoup de nombreuses femmes africaines qui partagent également la même expérience. Les conversations ne suffisent pas. J'aimerais voir une Afrique où les hommes écoutent les besoins des femmes et être un lien pour assurer les promis du protocole de Maputo, que ça touche leur vie. Aucune femme devrait être soumise à des pratiques néfastes. Toutes les femmes devraient avoir le droit économique et sociaux respectés, mais non seulement ça, mais défendus de manière agressive. Je me tiens sur le point. Je me demande ce qu'il faudra pour que les hommes comme moi et l'ensemble du continent s'assurent que le protocole du Maputo atteint les nombreuses Aïcha et Nakucha en Afrique. Je n'ai pas la réponse, mais j'espère qu'ensemble, nous allons trouver des solutions passionnantes et durables. Bien, merci beaucoup. J'espère que vous êtes tous là. Alors, voici le dernier élément de notre plénière. L'inclusion économique, ça c'est le titre de cette session. Maintenant, l'inclusion financière et économique des femmes et des jeunes. Nous avons Prudence Ngoya, la directrice à la Commission de l'Union africaine. Nous avons aussi Mme Christine Banyanya, qui est la directrice PDG des services financiers de Uwege Bank, ici au Rwanda. Merci beaucoup d'être des nôtres, mesdames. Je peux commencer avec l'initiative de l'Union africaine. L'Union africaine a lancé l'inclusion économique et financière des femmes. Et ça, c'était pour soutenir les objectifs généraux du protocole de Maputo. Alors, Madame Prudence, est-ce que vous pouvez nous dire un élément de cette initiative que vous voulez, en fait, ceux d'entre nous qui ne le connaissons pas, en fait, quelque chose que vous voulez nous dire par rapport à cette initiative? Merci beaucoup. Un élément qui avait 3 parties. Vous voyez, c'est une histoire, en fait, de l'échelle de l'inclusion financière pour les femmes et les jeunes. Alors, imaginez-vous, nous sommes tous dans cette échelle, en train de monter. Et donc, l'histoire de Wi-Fi dire que, essayons d'assurer que les personnes sont en train de monter. Ceux qui sont au niveau 6, il faut montrer au niveau 7, ceux qui sont au niveau 7, il faut monter au niveau 8. Et donc, tout le monde doit être sur l'échelle et être en train de monter et pas descendre. Il faut aussi être intentionnel en ce qui concerne l'inclusion financière et économique. Et en dernière position, surtout quelque chose qui me tient à cœur, et j'espère que, en fait, c'est une citation de Son Excellence Ellen Johnson. Les femmes sont sur un parcours, et ce parcours est irréversible. Et ça, c'est l'histoire de cette échelle. Formidable. Madame Christine, est-ce que vous pouvez vous parler de la banque? La banque a mis en place beaucoup de mesures pour autonomiser et renforcer les femmes de façon économique et financière. Alors, quelles sont les initiatives que votre banque est en train d'entreprendre? Bon, je vais reprendre à travers une histoire de Sévérin qui, il y a environ 15 ans, a entendu qu'il y avait une banque qui donne des prêts aux femmes. Et donc, au Vrego, notre mission, c'est de toucher des femmes qui ne sont pas bien servies, c'est-à-dire les femmes marginalisées. Et donc, Sévérin, elle vient, elle pense que la banque est pour les hommes, elle arrive là-bas, elle demande un prêt, elle reçoit le prêt. Elle commence un business au marché, un business d'arachide. Voilà, elle vient d'une famille, en fait, qui faisait la cultivation. Elle n'était pas assez confiante. Elle va décrire sa vie comme une vie vraiment triste. Et donc, à travers ses prêts, elle commence son affaire et un programme phare. Donc, on organise une formation pour eux, on outille les femmes à comprendre que la pauvreté n'est pas la manque des choses matérielles, mais la manque de connaissances et des services financiers.
Elle a reçu ce prêt. Aujourd'hui, Severa a 50 employés. Elle achète des choses pour sa communauté. Elle a déjà pris environ 8 orphelins dans sa communauté. Elle gère plusieurs business, des centres d'achat et elle a beaucoup d'immobilier. Et une chose que notre banque a fait, c'est d'investir dans les rêves de ces personnes. La plupart sont des femmes, mais fournir les prêts, la formation et garder et accompagner ces femmes pour utiliser les services financiers. La plupart de ces femmes, ce qui me donne la joie, c'est que ce serait la première fois qu'ils sont en train d'avoir accès aux services financiers qui va les aider à sortir de la pauvreté. Une chose qui reste avec moi, c'est que quand vous demandez à Severa, qu'est-ce que vous pensez maintenant? Elle dit, je suis capable. Je ne savais pas que j'étais capable, mais je suis capable de fournir et joindre les deux bouts pour ma famille et ma communauté. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez quelques derniers mots en concluant le panel? Je passe la parole à vous, Madame Prudence. Oui, je pense que pour moi, ce qui est le plus important, c'est que nous avons besoin de créer des opportunités. Des opportunités pour des femmes, pour des jeunes, mais aussi il faut investir dans ces personnes pour les permettre de réaliser leur potentiel. Et l'agenda 2063 parle de réaliser le potentiel des femmes et les jeunes sur le continent. Et donc, nous allons permettre de réaliser leurs rêves en assurant qu'ils sont en train aussi de jouer leur rôle dans le développement économique de notre continent. Et l'autre chose est aussi d'assurer qu'ils continuent à investir dans les différentes parties de leur vie. Excellent. Est-ce que vous avez quelques derniers propos en ce qui concerne comment le secteur financier et le secteur de la banque peut contribuer? Oui, en fait, cette histoire de Severa, c'est juste une histoire dans des centaines d'histoires. Et donc, nous continuons à produire, à fournir des services financiers. Et donc, à l'inclusion de l'inclusion financière, l'Afrique doit comprendre et bien adapter en fait les services fournis à nos communautés. Par exemple, dans le cas de Rwanda, nous avons eu des politiques pour faire la promotion de l'autonomisation des femmes. Il y a eu la volonté politique pour améliorer la qualité et l'équité et aussi une collaboration entre le secteur public et privé, ce qui démontre que c'est quelque chose que nous pouvons réaliser. Et pour conclure, une conférence où nous ne sommes pas juste en train de parler de l'autonomisation des femmes, mais les femmes en général. Donc, ça, c'est quelque chose qui nous éclaire. Et donc, dans 10 ans, dans 20 ans, nous sommes en train de partager que les provisions, les dispositions dans le protocole de Maputo est en train d'être réalisées. Il y a beaucoup de femmes comme Severa, mais il y a beaucoup de femmes qui ont besoin d'être touchées. Alors, je vois que vous êtes en train de parler du contexte local et la volonté politique. Ça, c'est très important. Merci beaucoup. Et applaudissez ces femmes, s'il vous plaît. Et maintenant, j'aimerais exprimer ma gratitude à l'Union africaine et les autres personnes à travers le monde. Le protocole de Maputo, c'est quelque chose que nous pouvons tous apprécier quand nous essayons de combler le vide entre les politiques et les partenariats. Voici maintenant, mesdames et messieurs, nous sommes à la fin et je vous souhaite un bon après-midi.